Hello! Je voulais vous faire mes lectures de septembre, une vidéo sur mes lectures de septembre. Si je me débrouille correctement, ce sera une vidéo YouTube et pas une vidéo Instagram, si j'ai un peu de temps pour m'en occuper. De toute façon, il fallait que je vous le fasse ce soir parce que du coup, je m'envole demain matin et je pouvais pas prendre mes livres avec moi. Donc voilà, il faudra être indulgent avec ce nouveau format. Voilà. Mais ça va bien se passer. Je vais vous parler du coup de mes lectures de septembre. En septembre, j'ai lu 5 livres, j'ai lu 5 romans. Et j'ai lu que des femmes, donc je suis assez contente. J'ai lu que des femmes, des provenances assez variées. J'ai globalement aimé tous les livres que j'ai lus. Ce qui est, voilà, et avec des livres assez coup de cœur, parfois assez forts. Donc, plutôt cool. Je sais pas trop dans quel ordre vous les faire. Je pense que je vais commencer... Enfin, je vais vous les faire tout simplement dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Et du coup, je vais commencer avec La papeterie de Tsubaki de Ogawa Ito. Donc, c'est un roman japonais. C'est un roman japonais qui est un peu dans la veine... comment dire? Déjà, cette autrice, en fait, j'en ai lu d'autres. J'ai lu Le restaurant de l'amour retrouvé. Bah non, c'est tout en fait, parce que l'autre je les ai pas encore lus, l'autre je l'ai dans la bibliothèque juste là, mais je l'ai pas encore lu. Mais en fait, c'est une autre. Autant dans Le restaurant de l'amour retrouvé, j'avais trouvé que son style était un petit peu prévisible, un peu presque presque un peu plan-plan quoi. Autant là, j'ai trouvé que en fait, il y avait des espèces de fulgurances poétiques qui tombaient pas du tout à plat, que c'était un très beau livre. Donc en fait, dans ce livre, on suit Atoko qui reprend en fait la papeterie, donc la papeterie de Tsubaki que sa grand-mère lui a laissée. Et elle reprend à la fois donc la papeterie qui vend des articles de papeterie et l'activité d'écrivain public qu'avait sa grand-mère. Et donc déjà c'est une belle activité écrivain public parce que voilà on aide des gens. Bon, en France, quand on parle d'écrivain public, on pense aux gens qui aident, je sais pas moi, à faire des lettres officielles, des lettres administratives, etc. Mais comme c'est vrai que le Japon est aussi une société plus formelle que la nôtre, et puis aussi que je sais peut-être juste de la licence romanesque ou poétique, je sais pas, je suis encore jamais allée au Japon. Mais enfin, en tout cas, notre personnage se retrouve à écrire des lettres très personnelles pour différents personnages qui viennent lui demander... voilà, qui des lettres d'amour, qui des lettres de rejet, au contraire, ce genre de choses. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que, en fait, c'est sûr hein, que l'art de la calligraphie japonais et même l'art des différents caractères, des différentes manières de parler, parce qu'il y a plusieurs... il y a plusieurs sets de caractères différents au Japon. C'est très compliqué à traduire, c'est très compliqué à transposer au français, mais ils ont fait beaucoup d'efforts dans le sens où, attendez, je vais essayer de vous trouver un passage. En fait, quand la narratrice raconte que voilà, elle écrit pour telle personne une lettre et tout ça, il va y avoir le contenu de la lettre en français. Et à côté, en fait, il va y avoir donc cette espèce de photo de la lettre comme elle les raconte dans le texte. Par exemple, si elle dit, si elle veut faire des commentaires sur l'écriture de son personnage, et bien comme ça on peut voir, on peut voir du coup l'écriture. Je sais pas si c'est très clair, mais enfin tout ça pour dire que c'était un roman du coup qui mêle les mots, les mots imprimés et puis le caractère un peu, le caractère manuel de l'écriture en fait. Donc c'était un roman très mignon qui avec aussi des belles réflexions de temps en temps. C'était exactement ce que j'attendais de ce livre. J'étais très contente. Franchement c'est une valeur sûre si vous cherchez une lecture toute douce et en même temps qui prête quand même à réfléchir pour cet automne. Je vous le recommande. En plus, ça se passe sur 4 saisons, donc c'est parfait pour toutes les saisons. Ensuite, j'ai lu un livre qui est moins léger. J'ai lu ce livre de Joyce Carol Oates, Un amour noir. Donc c'est un petit livre de Oates qui est paru en français. Celui-là est paru en français dans les années 90. C'est ça, 1990. Et en fait, Oates, elle est super. Joyce Carol Oates, c'est une autrice américaine qui est hyper prolifique
Je pense qu'elle a à son actif, je sais pas, elle doit avoir au moins une trentaine ouais, 30 ou 35 livres, quoi, voire plus, je sais pas du tout, on verra si j'ai tout faux. Et en même temps, donc moi j'en ai lu 3 ou 4 d'elle, donc j'en ai pas lu, enfin voilà, par rapport à ce qu'elle a écrit, j'ai pas beaucoup lu, mais par rapport aux livres lus, enfin que moi j'ai lu pour un auteur en particulier, j'en ai déjà lu beaucoup d'elle, quoi, parce que c'est rare que je lise plusieurs livres, enfin beaucoup de livres du même auteur, quoi. Et donc tout ça pour dire que, en fait, donc pourtant, alors que j'en ai pas beaucoup lu d'elle, j'ai observé qu'il y a quand même des thèmes qui sont hyper récurrents chez Oates. Et il y a beaucoup de ces thèmes récurrents qu'on retrouve dans ce petit livre qui s'appelle Un amour noir. Donc en fait, dans ce livre, on suit en 1911... Non, attendez. En fait, on suit donc la narratrice qui raconte l'histoire de sa grand-mère en 1911 dans la vallée de Chautauqua, au nord de l'État de New York. Et déjà, donc notamment, en fait, comment dire, les pionniers un peu américains de la fin du 19e, début du 20e, c'est un thème récurrent dans l'œuvre de Oates. Elle en parle, enfin, il y a souvent, voilà, elle place souvent ses intrigues dans cette période-là, ou alors, voilà, c'est des familles qui ont vécu ces choses-là avec des choses qui rejaillissent sur les descendants. Donc il y a ce thème un peu pionnier, et puis aussi, en fait, comme elle place ses pionniers dans la nature sauvage, il y a aussi le lien entre... Enfin voilà, il y aurait la nature sauvage qui influencerait sur l'homme et qui du coup prendrait serait davantage violent, etc. dans ce contexte. Donc ça c'était assez intéressant, ce thème-là. Il y avait aussi le thème, donc souvent souvent, de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de personnages de Oates, de personnages féminins qui sont inquiétants, voire folles, inquiétantes, voire folles. Là c'est un peu ça, et en même temps avec le côté... en 1911, où est la limite entre une femme folle et une femme qui fait ce qu'elle veut et qui est libre et affranchie. Donc c'est intéressant. Il y a un thème qui revient souvent chez Oates aussi. Là, le livre s'appelle Un amour noir. Et en fait, Oates aborde souvent la question raciale. Et notamment la question de... je sais que j'avais lu Fille noire, fille blanche. Qui parlait donc, c'était l'histoire d'une fille noire et d'une fille blanche. Là, c'est l'histoire d'une femme blanche d'une femme blanche mariée qui tombe amoureuse d'un homme noir, avec évidemment tout l'opprobre social auquel ça conduit. Donc ça, c'était intéressant aussi. Voilà, donc en fait, il y avait des thèmes récurrents qui étaient intéressants et qui permettent aussi de les aborder dans un livre qui est pas immense, quoi. Après, parfois on reste un peu sur sa fin, il y a des choses qui sont... c'est très court, donc il y a des choses qui sont pas du tout développées. Pour le moment, je l'ai pas encore trouvé, parce que... voilà, il y a des livres de Oates que j'avais essayé de lire, et en fait c'était juste trop long, c'était 800 pages de romans gothiques. Je peux pas, quoi. Et là, c'était un peu l'inverse, c'était un peu trop court, on reste un peu sur sa fin avec ce personnage féminin, à la fois fort et un peu hyper inquiétant dans cette nature sauvage. Voilà, donc c'était intéressant mais un peu court, mais je le conseille quand même, par exemple pour débuter chez Oates. Ensuite, je vais essayer de vous parler de ce livre sans trop en dire sur le livre et sur moi-même, et en même temps en vous en disant suffisamment pour vous donner envie. J'ai lu ce livre donc d'Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est une autrice québécoise, qui s'appelle La femme qui fuit. Donc elle écrit en français. Et en fait, donc déjà ce livre, c'est le premier, disons, vrai livre québécois que je lis en entier, et dont j'adore le style. Le style est sublime. Le style est quelque part entre... c'est lapidaire, et en même temps, c'est pas des formules pour faire des formules, quoi. Il y a vraiment une intelligence poétique où en fait, donc c'est une petite fille qui raconte l'histoire de sa grand-mère. Sa grand-mère qui était Suzanne Méloche, une figure en fait, disons une femme qui a participé en tout cas à la nouvelle garde artistique québécoise, francophone en tout cas, dans les années 40-50. Et en fait, donc c'est une petite fille qui écrit sur sa grand-mère et qui essaye de remonter le fil de la vie de cette femme,
qui a abandonné sa mère. Donc cette femme, Suzanne Meloche, a eu 2 enfants qu'elle a fini par abandonner avec son mari. Et donc la petite fille essaye de remonter le fil et de comprendre sa grand-mère pour comprendre cette femme qui a fait tant de mal à sa mère à elle. Et c'était hyper beau, déjà parce que moi ça résonne en fait, côté histoire familiale, grand-mère, voilà, filiation entre femmes en tout cas, on a des choses pas nettes de mon côté aussi, je veux pas trop... Enfin voilà. Donc de base c'est un livre qui a énormément résonné en moi. Mais ensuite il y avait aussi... donc voilà, l'écriture était très intelligente. Et notamment, cette autrice, Anaïs Barbeau-Lavalette, va remonter la piste de sa grand-mère, mais malheureusement, essentiellement, une fois que celle-ci est décédée. Et donc elle va remonter sa piste, avec des lettres, des journaux, ce genre de choses, qui évidemment brossent un portrait incomplet, en fait, de cette femme. Et ça se ressent beaucoup dans l'écriture, qui est très belle, et à la fois, donc, je l'ai dit, un peu lapidaire. Il y a souvent des ellipses, des choses... où on voit bien que voilà donc ça je trouvais que c'était rendu de manière hyper intelligente, et ensuite ça voilà, c'est un portrait mais vraiment hyper fin et qui tombe pas du tout ni dans comment dire, d'un côté évidemment on sent la colère de cette femme pour cette grand-mère qui a fait tant de mal à sa famille, et en même temps il y a voilà une volonté de rendre justice aussi à cette femme qui était comme beaucoup de femmes, de l'histoire en fait, complètement prises dans des conventions sociales et dans une société hyper rigide. En fait, le Québec, ça moi je l'ai appris en y allant. En fait, le Québec, jusqu'aux années pratiquement 60, c'était une société hyper rigide. Ils étaient encore plus cathos qu'en France. L'Église avait beaucoup, beaucoup de pouvoir, notamment beaucoup de pouvoir de censure. Par exemple, l'avortement et le droit de vote des femmes sont arrivés hyper tard, en fait, au Québec, alors que, entre guillemets, heureusement, aujourd'hui, ils ont une image d'être très avancée au niveau des droits sociaux, des droits des minorités, évidemment des droits des femmes. Mais en fait, dans les années 50, c'était pas du tout le cas. Et donc cette grand-mère, Suzanne Meloche, qui était à la fois une femme brillante qui avait soif d'idéal, mais qui venait d'une famille modeste, qui avait peu de moyens, qui avait des rêves, peu de chances de les réaliser, et tout un ensemble de devoirs à suivre, quoi. Donc c'est un portrait voilà, hyper nuancé et en même temps complètement tragique, quoi, de cette femme et aussi un peu de ce mouvement d'avant-garde du Québec des années 40-50 qui finalement a un peu périclité. Ils ont un peu tous périclité. Donc c'était hyper beau, c'était sensuel, c'était magnifique. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas davantage de ce livre. Courez-y, lisez-le, c'est en poche, ça coûte 7 €, enfin, trop beau. Trop beau, trop bien écrit, j'aurais voulu qu'il soit plus long, enfin, c'était sublime, j'ai adoré. Et puis rapidement, je vais vous parler de 2 livres qui m'ont moins marqué, mais que j'ai quand même aimé, que j'ai quand même beaucoup aimé. Donc d'abord, j'ai lu Moi, Jean Gabin, de Goliarda Sapienza. Donc Goliarda Sapienza, pardon, c'est une autrice italienne qui est essentiellement connue pour un énorme livre que je n'ai pas lu qui s'appelle L'Art de la joie. Et en fait, dans ce livre-là, qui est plus petit, mais quand même assez dense finalement, c'est un récit autobiographique où elle raconte comment, quand elle était enfant, déjà elle s'identifiait à Jean Gabin. Qu'est-ce que ferait Jean Gabin, comment Jean Gabin réagirait, etc. En tant que, parce qu'elle elle voulait être héroïque et avoir un grand sens de l'honneur comme Jean Gabin. Et en fait, elle raconte son enfance à Catane, en Sicile, dans les années 30, élevée par des parents libertaires qui globalement ne se préoccupent pas trop de leurs enfants. J'ai presque plus de place de stockage, donc je vais faire vite. Et donc voilà, elle raconte son enfance un peu avec donc dans la Sicile des années 30, il y a d'un côté les fascistes, de l'autre les communistes, il y a les anarchistes et tout. Enfin bon, c'était fascinant, c'était hyper drôle. Enfin par moments c'était vraiment très drôle, parfois c'était tragique, parfois c'était très drôle. Le style n'est pas toujours simple à suivre, mais en tout cas je le recommande, c'était très original et j'ai beaucoup aimé.
Et puis très rapidement, parce que donc j'ai plus de place, je vais vous parler de ce livre. Donc ça s'appelle le fameux roman policier mongol des myrtilles dans la yourte de Sarah Dars, que j'ai beaucoup aimé. Pour la majorité de ces beaucoup de pages, combien il y en a 250. Ces 250 pages, c'était vraiment un livre qui tenait ses promesses d'un roman policier avec beaucoup d'ambiance. Il y a les steppes mongoles, les folles cavalcades, les yourtes, voilà. L'intrigue s'installe très bien, c'est fin, il y a différentes pistes, c'est intéressant, c'est original et tout ça. Malheureusement, j'ai été un peu déçue par la fin, dans le sens où comme elle a voulu faire une fin qui sorte un peu de l'ordinaire des romans policiers, bah, c'est original et en même temps, bah, c'est pas complètement satisfaisant. Donc voilà, mais j'ai beaucoup aimé et je lirai quand même. Elle a d'autres livres policiers qui se passent notamment en Inde. Donc voilà, j'en lirai quand même au moins un pour voir si pour vous confirmer ou infirmer mon impression. Mais je pense que voilà, elle a quand même un très bon style, elle écrit très bien et c'était quand même un chouette roman. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je verrai ce que je vous fais le mois prochain, je verrai si j'arrive à lire et puis ça va être la surprise. Est-ce que ce sera sur YouTube, est-ce que ce sera sur Instagram? Stay tuned. Je vous embrasse.